Et une fois qu'on n'a plus rien à dire, Drop the mic. Mais du bonne coup, nuit, les petits. c'est vous qui allez nous Bon, dire on va vous lire un extrait de Au-delà de la pénétration pour finir la Et réunion. vous nous envoyez les données un petit peu sur combien de personnes au fur et à mesure. Ouais, c'est vrai, je peux peut-être dire on est 2500 à regarder le Ouais, live. grave, nous, là, on sera là. Oula. On a 50 ans, on dirait rien. Bienvenue. On est à 3 personnes, voilà. Ma mère, ton copain. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Le Q en 2021. Nous sommes en direct pendant 1h30, donc jusqu'à 19h30 sur le plateau de VL Média. Cette émission est organisée par Amy, qui est une mutuelle et assurance pour les étudiants et les jeunes actifs. Je suis Chloé Thibault, journaliste indépendante et je travaille notamment en tant que rédactrice en chef de la newsletter pour ados féministes Les Petites Glos et aussi pour la rubrique Sexo de Doctissimo. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Aurélie Gourgeon. Aurélie, tu es docteure en neurophysiologie, diplômée de l'ENS et porte-parole prévention chez Amy. Oui, bonjour à toutes les deux. Et bonjour à tous Bonjour. et à toutes. Et Karine Torset, qui est secrétaire générale de l'association End the Way. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cet asso ? Bonjour tout le monde. Oui, je suis secrétaire générale dans l'association End the Way. Nous, on lutte au quotidien contre les violences sexistes et sexuelles de plusieurs façons. En premier, on a une application qui lutte contre le harcèlement de rue qui en ce moment est pas en ligne. Mais on fait aussi des ateliers dans les écoles, les entreprises et également dans les collèges, dans les classes de 4e pour enseigner le consentement, apprendre à différencier les différentes violences sexistes et sexuelles. Voilà. On fait également des campagnes de National Choc de prévention. Dans la dernière en date, c'est Ceci n'est pas un consentement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On a touché 19 millions de personnes. Donc voilà.
Ouais, c'est vraiment une super association And The Way. On va reparler de tout ce que tu viens de dire tout au long de cette émission. Et donc, vous vous demandez peut-être pourquoi on a appelé ça le Q en 2021. C'est un chouette titre d'émission. Tout simplement parce qu'on vient tous et toutes de passer une année confinée, couvre-feutée, où on n'a pas forcément exprimé au mieux nos pulsions sexuelles. Donc, on verra en quoi justement la situation sanitaire a eu un impact sur la sexualité des 15-25 ans. Donc des jeunes, comme on se disait, nous on est un petit peu plus vieilles que ça, mais on est toujours dans le coup. Donc on essaiera de ne pas avoir l'air trop vieille aujourd'hui. Et donc on va parler de la première fois, des pratiques sexuelles, de la notion de consentement, comme tu le disais, du dépistage, de la prévention, avec toi plus spécifiquement. Tous ces sujets et bien d'autres. Et donc, vous qui nous regardez, tout au long de l'émission, vous pouvez nous poser vos questions directement en commentaire sur le Facebook Live et on tâchera d'y répondre le plus précisément possible. Donc, pour commencer, aujourd'hui, si on est réunis toutes les trois, c'est parce qu'une enquête a été menée par Amy. Aurélie, est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors, depuis le début du confinement, là, en 2020, on s'était pas mal intéressé aux questions du stress chez les jeunes, liées à la crise sanitaire et tout ce qui est confiné, tout ce que ça impliquait sur leur vie. Et du coup, là, comme ça fait maintenant 1 an et demi qu'on va passer un été déconfiné et que quand on est jeune, on a envie quand même de profiter de la vie, de faire des petites expériences de jeunesse et tout ça, on s'est dit, comment pensent-ils leur sexualité en ce moment et quel a été l'impact de ce confinement sur cette sexualité. Du coup, on a fait un sondage via les réseaux sociaux il y a eu 2042 répondants et ils ont entre 15 et 25 ans et c'est à peu près bien réparti entre les filles et les garçons avec un peu moins d'1% de personnes qui se sont déclarées non-binaires. Je trouve ça vachement intéressant parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu il y a quelques années, des gens qui ne se considèrent pas soit tout l'un, soit tout l'autre. Ou qu'ils le disent, tout simplement. Voilà. Ou même, c'est rare de poser la question, parce qu'on a aussi posé la question, est-ce qu'ils se considéraient comme hétéros, gays, bi, pansexuels ou pas. Et c'est la première fois, c'est vrai que même nous, on posait cette question et on a trouvé des résultats assez intéressants, quoi. Voilà. C'est vraiment une très belle enquête, donc on va vous détailler les résultats tout au long de cette heure et demie. Mais donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a appris de l'impact de la crise du Covid-19 sur la sexualité des jeunes ? Amy est allée à votre rencontre, donc des 15-25 ans, pour parler sexe confiné. On regarde tout de suite ce joli micro-trottoir. Je me suis pas sentie frustrée, mais j'ai acheté un God. Sans le confinement, je l'aurais pas fait. J'avais une vie sexuelle plutôt épanouie et le confinement pendant 1 mois et demi ça a mis un stop complet où je voyais personne et ça a changé de rythme quoi. Non, parce que pendant le confinement c'est là que j'ai commencé à échanger avec mon copain. Ça partait sur des sextos au début et puis après je suis revenue chez moi à Clermont et puis voilà donc je vais pas faire un dessin mais... Ah oui, moi depuis le début du confinement y a rien, c'est vide, zéro. Mais niveau cul, non, ça a été. Je me suis pas sentie spécialement frustrée parce qu'à cette époque-là, j'avais personne dans ma vie. Par contre, moi toute seule, j'étais bien quoi. Enfin, de ce que je peux voir, c'est que ça reste quelque chose, si on a une personne avec nous, rien ne change, mis à part le fait qu'on soit plus souvent ensemble. Ça peut valoriser du coup la fréquence, bien entendu, mais pas de changement principal sur tout ce qui va être la pornographie ou d'autres moyens. Ouais, pendant le confinement, j'avais beaucoup de temps à tuer. Du coup, je pense que j'ai dû en consommer plus, comme j'étais chez moi. J'ai consommé beaucoup de pornographie, même si j'en consommais déjà avant, mais là je pense que mon rythme a évolué aussi. Ouais. Non, pas plus que d'habitude. Non, j'étais en couple. Non, j'étais toute seule. En dehors de mon copain, c'était principalement sur Tinder. Ah si, j'ai pu rencontrer 1 ou 2 personnes sur une appli, mais sinon plus des rencontres réelles. Tinder. Avant le début du confinement, du coup, j'ai rencontré quelqu'un. Déjà, je me suis inscrit sur des sites de rencontres. J'ai rencontré plus de personnes depuis le confinement. Principalement des soirées. Que je pense qu'on a tous pété un plomb dès qu'on s'est fait libérer. Donc j'ai l'impression que j'ai jamais rencontré autant de gens que depuis qu'on a été déconfinés la première fois. Bon, alors on le voit, il y a vraiment de tout. Ceux pour qui il s'est rien passé du tout et d'autres qui ont une vie plutôt chargée. Sur le plan sexuel, vous en dites quoi ? Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de l'enquête et puis là, de ce qu'on vient de voir ? Que finalement, les gens, d'un point de vue sexuel, s'étaient pas sentis peut-être plus frustrés que ça. Peut-être un peu moins de rencontres, donc moins de possibilités de faire des choses. Après, il y a
sûrement un gros boom sur les applis de rencontres, parce que c'était le seul moyen de discuter, de rencontrer des gens qu'on ne pouvait pas voir réellement et rencontrer par exemple en soirée ou à la fac. Donc ça a clairement joué. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que oui, il y a pas mal de gens qui ont apparemment acheté des sextoys et tout ça, mais finalement, il y a quand même 88% des gens qui disent qu'ils en auraient acheté un, quoi qu'il en soit, indépendamment du confinement. Et du coup, c'est assez intéressant de rebondir sur les sextoys, parce qu'en fait, ils en sont quasiment 79% à en avoir et à considérer que ça fait partie de l'épanouissement sexuel. Alors que, je sais pas vous, mais moi, quand j'avais à peu près leur âge, c'était pas du tout le cas, on n'en parlait pas. C'était quelque chose qui était rangé dans le placard, et ça voulait dire qu'on se sentait seul si on en utilisait. Alors que je pense que cette vision a complètement changé maintenant. Complètement. Moi, c'est par rapport au truc des réseaux sociaux, ce qui m'a étonnée dans l'enquête, c'est que y a moins de 20% des personnes qui ont fait des rencontres sur les sites de rencontres. Alors que, justement, moi, ce que je me disais, c'est que ça reste presque le moyen. C'est devenu le moyen principal pendant le confinement, parce qu'il y a eu un boom de 30% de téléchargement des applis de rencontres, etc. Au final, il y a quand même plus de 80% des rencontres qui se faisaient ailleurs, quoi, dans la vie réelle, dans la vie extérieure, au travail, etc. On n'a pas les chiffres, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est peut-être aussi une tranche d'âge qui a été plus flexible sur le respect du confinement très strict. Donc j'imagine que c'était lié. Après, oui, pour rebondir sur ce que tu disais, sur les sextoys, moi, je n'en revenais pas quand même du pourcentage de personnes qui en parlent, dans la vidéo aussi, parce que, oui, encore récemment, à l'adolescence, avant 25 ans, pour moi, il n'y avait pas du tout d'achat perso de sextoy, quoi. Ouais, c'était tabou. Et même, on parlait aussi librement comme ça devant une caméra sur un micro-trottoir. Moi, je sais pas si à 16 ans, on m'aurait posé la question, j'aurais osé répondre, en fait. Alors que maintenant, je pense que c'est des sujets qui sont de moins en moins tabous, ou en tout cas, on n'a pas honte d'en parler, parce que ça fait partie de la vie pour quand même beaucoup de monde, et que on sait que maintenant, on démarre une sexualité assez relativement jeune, pendant l'adolescence. Et donc, déjà à 20 ans, on a quelques années d'expérience, quoi. Non, mais ça devient un sujet banal de discussion, même avec les ennemis. D'ailleurs, même le fait de ne pas avoir de relations sexuelles, parce que y a un homme dans la vidéo qui avouait honnêtement qu'il avait eu rien du tout depuis le confinement, et ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même un peu tabou. Je trouve, c'est quand même courageux aujourd'hui d'annoncer ça devant une caméra, alors qu'en vrai, c'est rien, quoi. Oui, et aussi dans le détail, ce qui ressortait, c'était que filles et garçons disaient tous les deux avoir consommé autant de porno, acheté autant de sextoys. C'est très bien réparti, je trouve. Ça aussi, c'était plutôt étonnant. Et voilà, qu'ils ne s'étaient pas plus masturbés aussi qu'en dehors de la période de confinement. Donc finalement, peut-être qu'on s'est monté la tête, non, à se dire que c'était l'enfer absolu, le cure 2021. Bon, en tout cas, les personnes qu'on voit dans les vidéos ont l'air plutôt épanouies, quelle que soit leur situation. Donc, exactement. Mais donc, justement, avant même d'envisager d'acheter des jouets sexuels et puis de développer les différentes expériences qu'on peut avoir, chez les 15-25 ans, il y a un événement clé. Donc, généralement, autour des 17 ans, c'est la première fois. Selon l'enquête justement de Amy, la moyenne d'âge pour un premier rapport sexuel est de 16 ans et demi. Donc vous, Karine, Aurélie, est-ce que ça vous semble correspondre à la réalité que vous voyez autour de vous, à la vôtre ? Oui, assez. Je pense que ça, c'est pas quelque chose qui a peut-être trop évolué, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On a un peu l'image des gens un peu plus jeunes, comme quoi il y a plus de sexualisation, que ça du coup interviendrait beaucoup plus tôt, et je pense que c'est pas tellement le cas que ça, parce que faut quand même passer un cap et il faut atteindre une certaine maturité. Alors il y a des gens pour qui ça sera plus jeune, il y a des gens pour qui ça sera plus tard, mais en moyenne on reste depuis quand même pas mal d'années sur à peu près 16-17 ans, quoi. Il y a rien qui change drastiquement. Ouais, complètement, je suis d'accord. Oui, parce qu'au final, le sextoy, l'impression qu'on a, que les jeunes de plus en plus tôt font de plus en plus de choses. Pour autant, le chiffre de cette moyenne d'âge n'avance pas. Donc c'est quand même surprenant. Je pense que peut-être pour passer l'étape d'acheter un sextoy, il faut déjà avoir des expériences sexuelles, même peut-être tout seul avec la masturbation. Mais je pense qu'on commence par passer un temps à se découvrir et à apprendre à se connaître soi-même avant de se dire qu'on va pouvoir utiliser un tierce objet. Je pense qu'il y a quand même une étape de
peut-être que pour certains, ça arrivera peut-être tout de suite, hein, mais au début, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. Et je pense qu'il faut d'abord se poser toutes ces questions. Et c'est le plus facile, en fait. Et après, intervient plus tard cette discussion avec des amis ou avec son copain, sa copine, des choses comme ça, en disant « Ah, j'aimerais bien essayer ça. » Et ça vient sûrement dans un deuxième temps. Et d'ailleurs, dans les résultats de l'enquête, on voit qu'à 71,3%, la première fois arrive avec le petit ami ou la petite amie. Donc au final, c'est presque la grande majorité des personnes qui le font en couple. Je pense que c'est aussi, pour faire une première fois, avoir confiance en l'autre. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez flippant, il faut quand même le dire. On n'est pas très rassuré la première fois. On s'imagine des choses et ça se passera peut-être pas du tout comme on s'était imaginé. Ça sera sûrement même très différent dans les sensations de ce qu'on avait pu se dire que ça serait. Et donc, je pense qu'avoir confiance en la personne avec qui on le fait, c'est ce qui ressort assez facilement parce qu'on se sentira à l'aise. Donc, on osera faire quelque chose pour la première fois parce qu'on connaît cette personne, parce qu'on a confiance en elle et parce qu'on en a envie avec cette personne-là, parce qu'on en est proche. Alors après, là, la majorité le font parce qu'ils sont en couple. Après, ça peut arriver que ça se fasse avec une amie ou une connaissance et tout. Après, il n'y a que 6% des gens qui le font avec un total inconnu, en soirée, une première fois, comme ça. Donc, je pense qu'il y a quand même besoin de ce lien, de quand même connaître un minimum la personne avant, parce que c'est hyper rassurant, quoi. Et qu'en général, si pour l'autre personne, c'est la première fois aussi, il y a double stress. Et que du coup, c'est quand même c'est réconfortant de savoir que peut-être que les deux sont dans le même bateau, ou peut-être pour d'autres, ils préfèrent que ça soit quelqu'un qui ait déjà une expérience en se disant comme l'autre personne a déjà fait, elle sait mieux faire, donc elle va pouvoir peut-être m'aider à passer des caps que moi j'arriverais pas à faire. Donc non, je pense qu'après il n'y a pas de généralité, il y a que des situations particulières et le plus important c'est de s'écouter en fait et de faire ce dont on a envie uniquement. Ouais, complètement. Beau message à faire passer aux plus jeunes. Mais d'ailleurs, moi, j'ai le souvenir d'interviews avec des ados, peut-être 18-20 ans, plus qu'adolescents, mais qui expliquaient que le sextoy, c'était aussi un moyen de découvrir son propre corps et d'explorer avant la première fois, avec quelqu'un d'autre. Donc ça explique aussi peut-être ce boom dans l'achat des sextoys, quoi. Ouais. Surtout que je pense que maintenant, avec Internet, c'est quand même plus facile d'en acheter que quand à l'époque il fallait se déplacer, oser rentrer dans un magasin surtout et ressortir de là avec l'impression que tout le monde vous regarde. Maintenant, une petite commande Amazon et c'est réglé, quoi. Amazon, je sais pas, mais... Non. Ou autre plateforme. Oui, alors là, pour le coup, il y a pléthore de sites de sextoy très bien qui livrent en toute discrétion dans des jolis colis. Mais donc, justement, alors, 2 choses peut-être pour ceux et celles qui nous regardent. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous utilisez des sextoys, si vous n'osez pas en acheter, si vous avez des questions sur le sujet. Et peut-être aussi, si vous n'avez pas encore réalisé votre première fois, si vous avez des doutes, des questions en ce qui concerne cette étape importante. Et donc, nous, on est allés à votre rencontre, vous posez la question dans la rue sur, justement, cette fameuse première fois. On regarde tout de suite. Moi, je pense que je l'ai fait aussi parce que mes copines l'avaient fait. J'avais 16 ans. Je l'ai fait à 16 ans. Alors, moi, c'est quand j'avais 16 ans. J'avais 15 ans. Ma première fois, je l'ai faite, j'avais 17 ans. J'avais pas spécialement de pression, pas spécialement de stress. J'y suis allée un peu au feeling au final. C'était avec quelqu'un que j'avais rencontré en soirée. C'était avec une femme, quelqu'un que j'avais rencontré. Et puis, en fait, c'est pas spécialement une question qui m'a toujours inquiétée. Donc, j'y suis allée tranquillement. Et puis, voilà. Oui, j'ai ressenti une pression sociale parce que j'étais en couple avec un gars qui était un peu plus vieux que moi, qui avait 18 ans à ce moment-là. C'était bien. Non, c'était quelque chose de tout nouveau. Après, je pense que je l'ai fait peut-être un peu jeune. La première fois, c'est plutôt bien passé parce que du coup, je l'ai fait avec mon premier amour, forcément. J'étais stressé avant, mais après le contexte c'était assez naturel. C'était en soirée, ça s'est fait tout seul un peu. Après, j'avais quand même la pression parce que il faut faire ça, ça et ça. Alors que bon, pas du tout, mais j'avais une petite pression. Ouais. C'est pas qu'il était insistant, mais c'est que oui, on en parlait régulièrement et tout. Alors que moi, j'étais ni prête, ni trop alerte de toutes ces questions-là. Et puis un jour, à force de me convaincre, ça s'est fait. Avec consentement, avec respect, du coup, et surtout à l'écoute du corps de l'autre, c'est très important. Bon,
Bon, là, c'est un peu pareil, il y a de tout. Globalement, ils étaient plutôt relax sur la question. On avait des personnes, justement, qui sont arrivées plus tôt dans la vie sexuelle, qui nous disent qu'ils l'ont fait à 15-16 ans. L'un des garçons, avec mon premier amour, évidemment. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce qu'on a entendu là dans la vidéo ? Moi, ce que je retiens quand même, c'est que pas mal ont parlé de pression sociale. D'ailleurs, quand on revient dans l'enquête, on voit que 41% des femmes qui ont répondu ressentaient une pression sociale pour leur première fois, et 26% des hommes et 57% des personnes non binaires. Donc ça fait quand même, c'est pas une majorité des personnes, mais ça fait quand même un gros pourcentage de personnes qui ressentaient une grosse pression, quoi. Je pense que c'est aussi lié aux discussions qu'on a au collège, au lycée, avec les amis. À partir du moment que dans le cercle proche, il y en a qui... tu peux juste te rapprocher un tout petit peu ? Il y en a qui l'ont déjà fait. En général, ça met un peu la pression aux autres. Et du coup, on se dit que nous, on est en retard, qu'il faut qu'on se dépêche. Et du coup, ça peut peut-être amener à des situations où on l'aurait peut-être pas fait avec cette personne-là, mais on se dit qu'il faut se débarrasser de ce problème. Et que à partir de là, tout sera bon, on sera venu pour les filles une femme. Il y en a beaucoup pour laquelle c'est le cas. Elles considèrent que tant que ça s'est pas passé, c'est encore des enfants, des ados, des jeunes filles, et qu'une fois qu'elles auront fait leur première fois, ça deviendra des femmes et qu'elles pourront se positionner un peu mieux dans la société, par exemple. Alors, on a reçu plusieurs questions. Alors déjà, on a quelqu'un qui a réagi sur la question des sextoys en nous disant « Perso, j'utilise les sextoys plus en couple que seule. Est-ce que je suis la seule dans ce cas ?» Donc, si vous voulez lui répondre, vous en pensez quoi ? C'est vrai qu'il y a vraiment de tout. Soit on peut l'utiliser tout seul ou toute seule pour se faire plaisir, mais c'est vrai que ça peut être chouette aussi dans un couple de faire entrer des jouets. Ça, je pense que ça peut être un jeu de couple et puis ça permet aussi d'avoir des relations sexuelles de façon un peu différente. On fait intervenir un objet, on est plus peut-être à l'écoute du plaisir de l'autre aussi et on découvre de nouvelles sensations et on cherche un peu de curiosité en fait. On rajoute... Et je pense que pour ça, il n'y a pas de règle, en fait. On peut le faire seul, on peut le faire en couple. Il y en a qui ne le feront toujours qu'en couple, jamais seul. D'autres, ça sera à l'inverse. D'autres se feront un peu des deux. Et je pense que ça va même évoluer au cours de nos vies. Il y a des moments où on est prêt à faire certaines choses, à d'autres moments moins. On a d'autres envies, nos envies changent. On ne fera pas toujours les mêmes à 15 ans comme à 45. Fort heureusement d'ailleurs. Et du coup, je pense que pour ça, il n'y a pas de règle, hein. Ouais. Oui, je pense que la personne peut se rassurer. Elle n'est pas seule dans ce cas-là. Elle n'est pas seule dans ce cas-là, je pense. Il y a pas mal de sextoys qui sont vraiment fabriqués pour les couples, pour les personnes qui n'osent pas commencer avec ça. Vous allez sur des sites et il y a même des vidéos YouTube. Je peux citer peut-être Climity Jane, qui a une chaîne YouTube qui parle de sextoys, de vie sexuelle, etc. Et elle met vraiment en avant plusieurs sextoys à utiliser en couple, et que ce soit des couples hétéros ou des couples non hétéros. Donc c'est vraiment pas hétérocentré comme chaîne YouTube. Ouais, ça c'est très bien. Justement, en plus, comme on le disait, l'enquête, elle n'était pas hétérocentrée, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Donc c'est vraiment des sujets, d'ailleurs, là dans les commentaires, quelle que soit votre situation et comment vous vous positionnez, n'hésitez pas à nous écrire. Et donc on se parlait là de la première fois et de cette question que tu évoquais sur le fait que c'est pour certaines la possibilité de devenir une femme symboliquement. Donc c'est toute la question de la virginité. Et on a eu un commentaire justement sur peut-on perdre sa virginité en se mettant un doigt ? Au final, cette question, elle est intéressante, c'est ce qu'on se disait, parce que elle nous interroge sur la question de la virginité. C'est quoi la virginité finalement, selon vous ? La virginité, est-ce que c'est avoir un hymen ou pas ? Parce que dans ce cas-là, ça pose la question de est-ce que la virginité, ça concerne que les personnes qui ont une vulve ? Ou alors, est-ce que la virginité, c'est le fait de se sentir encore, de ne pas avoir fait encore d'actes sexuels ? Et encore, ça pose une question aussi par la pénétration. Ça veut dire qu'on est vierge tant qu'on s'est pas fait pénétrer, etc. Donc voilà, c'est un concept, la virginité. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Oui, au-delà même du... tout à fait, c'est une construction... sociale et culturelle, en fait. Voilà, et religieuse aussi. Religieuse aussi, pour beaucoup. Pour beaucoup. Et donc c'est vrai que pour répondre à cette personne qui nous a écrit... Oui, en se mettant un doigt ou même à travers d'autres activités, l'hymen, on peut y changer quelque chose. Quand même, mais, non, voilà. Mais
En fait, même en faisant par exemple du sport, en marchant dans la rue, en faisant de la danse et tout, ça peut arriver de se rompre l'hymen alors qu'il n'y a jamais eu de pénétration ni même aucune expérience sexuelle quelle qu'elle soit. Et donc une femme qui n'aurait plus d'hymen, ça ne veut pas dire que elle a, d'un point de vue sexuel, elle a déjà fait quelque chose. Il y en a même qui naissent sans hymen. Il y en a, ils seront alors qu'on est enfant. Donc normalement, en mettant un doigt ou un tampon par exemple, il y a peu de chances de rompre un hymen parce qu'il est quand même placé assez haut. Après, ça ne changera rien à ce qui pourra se passer par la suite, même si il est déchiré. Et souvent, même en mettant juste en ayant une toute petite pénétration comme ça peut faire une déchirure, mais c'est rare qu'il se rompe totalement. Oui, ça c'est vrai que la question du tampon aussi revient énormément chez les jeunes filles. Est-ce que je vais perdre ma virginité en mettant des tampons ? Mais ce qui me semble important, et je crois qu'on est toutes les trois d'accord, c'est de s'interroger là-dessus, sur est-ce que la virginité, ça n'est que d'ailleurs, au sein d'un couple hétérosexuel, un pénis qui pénètre un vagin. Bon, là, en 2021, on voit quand même que non, on est en train d'évoluer là-dessus, et que le rapport sexuel, d'ailleurs, va au-delà de la simple pénétration. Bien sûr. Complètement. Ouais. Et d'ailleurs, bon, alors ça, on arrive peut-être au cœur du sujet, on l'a vu dans la vidéo, il y a une des filles qui porte un haut rouge qui disait que sa première fois, elle semble quand même avoir vraiment cédé aux envies de son copain. Donc je sais pas ce que vous en dites, mais moi, ça me met mal à l'aise ce témoignage, parce qu'on voit quand même qu'elle avait pas franchement envie, quoi. Qu'elle l'a peut-être plus fait à l'origine pour lui faire plaisir à lui que parce qu'elle avait pour son plaisir à elle. Et que ça, c'est, je pense, très compliqué de se positionner vis-à-vis de ça, parce que surtout on est en couple, on apprécie la personne, on aime la personne. Après, on n'est pas tous prêts à faire les choses au même moment, et qu'à la fin, on se dit, il y a la pression sociale, on se dit, les autres l'ont fait, pas moi, et je suis avec mon copain ou ma copine, et du coup, il faut que je fasse quelque chose, et qu'au final, on finit par céder. Ouais. Et que, en fait... presque la dernière chose qui vient sur le tapis, c'est sa propre envie, quoi. Il y a d'autres choses qui interviennent avant, alors que ça devrait pas. Et donc, justement, quand on arrive au début de sa vie sexuelle, cette notion, elle est vraiment essentielle, et donc c'est celle de consentement. Et selon l'enquête Amy, le consentement du ou de la partenaire a été respecté dans 91,5% des cas lors de la première fois. Donc ça, c'est très rassurant, mais ce n'est pas 100% des cas. Donc, est-ce qu'on peut se faire un point, Karine, sur la notion de consentement ? Qu'est-ce que ça signifie ? Parce qu'au final, de ma propre expérience de journaliste qui échange avec des ados, très souvent, ils ne savent pas forcément ce que ça signifie. Ce n'est pas une notion qui est encore enseignée systématiquement à l'école. Complètement. Parce que dans l'enquête de Amy, donc il y a cette histoire du consentement pour la première fois, mais il y avait aussi une question sur est-ce que ton consentement a été bafoué ou non respecté au cours de ta vie sexuelle. Et donc dans ce cas-là, on peut voir que quand même plus de 50% des femmes ont répondu oui, que leur consentement a été bafoué, 11% des hommes et 36% des personnes non binaires. Donc ça fait quand même un grand pourcentage. Voilà. Et si on peut comparer avec une autre étude qui est l'étude de nous toutes sur le consentement, qui est une étude qui s'appelle J'ai pas dit oui, que je vais vous montrer dans la caméra, c'est ça, que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc cette enquête montre que 9 femmes sur 10 déclarent avoir fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel. Donc ça fait quand même 90% des personnes. Donc je pense que la grande question, c'est pourquoi cette différence entre ces deux enquêtes ? C'est parce que pour moi, c'est parce que dans une, on parle de pression et dans l'autre, on parle spécifiquement de consentement. Et pour savoir si notre consentement a été bafoué, il faut déjà savoir ce que c'est que le consentement. Et ça, c'est... Aujourd'hui, on entend que le consentement, c'est quand même quelque chose de très flou, qu'on ne peut pas vraiment savoir si une personne a été consentante ou pas. Et c'est pour ça que nous, on vous donne une définition du consentement qui a été créée par l'association Consentis, que vous devez voir sur les écrans normalement. Donc le consentement se définit de 5 façons. En premier, le consentement doit être enthousiaste. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un vrai oui et pas une absence de oui. Si une personne n'a pas dit oui, ça ne veut pas dire qu'elle est consentante. Il faut un oui enthousiaste. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi demander et s'assurer du consentement de la personne si on n'est pas d'accord. Enfin, si on n'est pas au courant.
Ensuite, le consentement doit être libre et éclairé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de pression ou de manipulation et qu'il faut s'assurer du consentement de la personne en fonction de son état d'alcoolisation ou si la personne est droguée. Il faut vraiment s'assurer que la personne soit libre de ses mouvements, libre de ses pensées. Ouais. Ensuite, le consentement doit être spécifique, c'est-à-dire que chaque activité sexuelle doit faire preuve d'une nouvelle demande de consentement. Par exemple, je rencontre quelqu'un en boîte, je l'embrasse, ça ne veut pas dire que j'ai envie de coucher avec. Voilà. Par exemple aussi, je fais une position sexuelle, ça ne veut pas dire que j'ai donné mon accord pour faire toutes les positions sexuelles. J'ai besoin qu'on me demande si on peut changer, si on peut faire quelque chose de nouveau. Ensuite, le consentement est réversible. Quand on dit oui une fois, ça ne veut pas dire oui tout le temps, et quand on dit oui à un moment T, ça ne veut pas dire que le oui sera toujours d'actualité dans 2 minutes. Par exemple, encore l'exemple de la boîte, j'embrasse quelqu'un, je vais chez lui. Même si je vais chez lui, ça ne veut pas dire que j'ai donné mon consentement pour avoir une relation sexuelle. C'est pour ça qu'il faut vraiment être constamment à l'écoute de l'autre personne et constamment demander, en fait. Ensuite, le consentement doit être informé. Donc, il faut toujours informer ses partenaires sur les risques liés à l'activité sexuelle, par exemple pour les IST ou les grossesses. Les IST dont on va parler tout à l'heure, d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc c'est une définition vraiment globale qui comporte toutes les possibles zones de flou liées au consentement. Oui, mais au final, là, quand tu détailles tous ces points-là, ça ne semble pas si flou que ça. C'est vraiment la personne en face doit dire oui et de l'exprimer de tout son corps, quoi. C'est ça. Et il y a aussi cette question de... parfois, on est déjà dans un rapport sexuel, on est déjà en train de faire l'amour et finalement, peut-être qu'on n'a plus envie, on n'a pas envie que ça continue. Est-ce que là aussi, ça rentre dans les critères que tu dis ? Ça rentre dans le critère de la réversibilité. C'est-à-dire, on a le droit de dire qu'on n'a pas envie de continuer, d'ailleurs. Et je ne sais plus c'était quoi le chiffre, mais dans l'enquête de nous toutes aussi, on a cette partie-là du nombre de personnes qui ont vu leur consentement bafoué quand elles ont dit qu'elles ne voulaient pas continuer la relation sexuelle. Souvent, elles n'avaient pas le choix, elles la continuaient quand même. Oui, ça, alors, je sais pas vous, mais c'est vrai qu'en discutant, j'ai l'impression, donc pour le coup, c'est genré, mais que beaucoup de filles, c'est horrible cette expression, mais prennent sur elles le temps que le partenaire termine et arrive à l'orgasme, alors qu'elles auraient envie de mettre fin au rapport sexuel. Ouais. C'est ça. Ça, c'est vrai qu'on rentre peut-être dans cette zone floue qui est difficile à définir. Ouais. On la ressent, mais... Il faut vraiment prendre l'habitude de demander, de verbaliser tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a envie de demander. Il ne faut pas rester dans un flou, justement. Et d'ailleurs, dans l'enquête de Amy, il y avait une question qui était « T'est-il arrivé de douter du consentement d'un partenaire pendant et après le rapport sexuel ?» Et 21% des personnes ont dit oui. C'est-à-dire que 21% des personnes ont douté du consentement pendant et après. Et là, il y a vraiment un problème parce qu'il faut vraiment apprendre à verbaliser, il faut apprendre à ne pas considérer son propre plaisir et considérer aussi le plaisir de l'autre. Et je pense que la verbalisation doit intervenir dans les deux parties. C'est-à-dire entre la personne qui aurait envie de continuer, enfin, de ce qu'elle souhaiterait faire et la personne avec qui elle demande à le faire, savoir si elle est d'accord ou pas. Et je pense qu'on considère souvent que dans un rapport sexuel, une fois qu'on a commencé, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de discussion, on est juste dans l'acte. Alors que la discussion, ça intervient à plein d'échelles. Ça intervient sur ce qu'on a envie de faire ou de pas faire. Ça intervient sur quel est le plaisir qu'on prend ou pas. Parce qu'il y a des fois, on peut faire découvrir des choses et dire que ça, au contraire, c'est super agréable et qu'il faut continuer. Donc, je pense que c'est important de faire rentrer dans la chambre à coucher la discussion. On peut parler en ayant des rapports sexuels. On peut même des fois rigoler, on peut pleurer, on peut faire plein de choses. Et c'est pas dérangeant, c'est même normal de toujours se demander est-ce que je fais plaisir à l'autre, est-ce que la personne apprécie, est-ce que moi j'ai envie de faire ça. Et il faut, je pense, on peut faire après la discussion post-sexe de comment c'était, est-ce que c'était bien, moi j'ai pas aimé ça, ok. Mais il y a, je pense pendant l'acte, c'est absolument pas gênant. Et je pense que ça, au cours de la vie, on s'en rend compte. Les premières fois, on parle pas. Puis, au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, c'est possible d'avoir une forme d'échange, de discussion. Alors, c'est pas forcément toujours qu'avec des mots. C'est des attentions, c'est des regards. Il y a aussi, on parle avec le corps. Hein. Une fille qui va resserrer les jambes ou qui va se tendre d'un coup, peut-être que ça fait mal. Peut-être qu'elle a plus envie. Un garçon qui va essayer de
de regarder ailleurs, peut-être qu'en fait, tout simplement, il est en train de débander et qu'il assume pas et qu'il ose pas le verbaliser. Du coup, il est en train de se mettre une pression de fou en se disant mais qu'est-ce qu'elle est en train de penser en face. Et en fait, non. Tout ça, une fois qu'on le dit, en général, ça se passe très bien. On est là pour prendre un moment de plaisir partagé. Et donc, tout le monde a envie que ça se passe bien. Complètement. Surtout qu'il y a aussi cette pression sur les filles, comme quoi elles doivent avoir envie, elles doivent faire plaisir à l'autre, etc. Ce qu'on peut appeler des fois la dette sexuelle, qu'on considère qu'on doit quelque chose à l'autre, alors qu'en fait on doit rien. Et il y a aussi cette pression sur les garçons de un garçon c'est censé avoir tout le temps envie, donc si une fille le chauffe, il peut pas dire non parce qu'en vrai il est censé avoir envie tout le temps. Et d'ailleurs je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que on prend plus mal un garçon qui dit non qu'une fille qui dit non. Ouais. Dans la vidéo qu'on a regardée, il y a un des garçons qui dit ça, cet impératif de performance. Je me disais que je devais faire ci, ça. Parce que c'est vrai que là, c'est très intéressant ce concept de dette sexuelle dont tu parles, qui semble plutôt genré au féminin. Mais les garçons adolescents qui rentrent dans leur sexualité se mettent une pression pas possible sur la performance. Ouais. Complètement. Et surtout sur ce qui doit être fait pendant un acte sexuel ou pas. Il y a un peu une idée de on commence par ça, après on est censé faire ça, après on est censé faire telle position, comme s'il y avait une règle générale qui devait être appliquée. En général, on se rend quand même relativement vite compte qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme on l'avait imaginé ou prévu, ou parce que tout simplement on n'en a pas envie. Et ça, je pense que il y a un peu une forme de virilité imposée à la gente masculine aussi sur la relation sexuelle. Il faut qu'ils soient performants, faut qu'ils aient tout le temps envie, parce qu'un garçon ça doit avoir tout le temps envie, comme tu disais tout à l'heure, et que la dette sexuelle, elle est valable dans les deux cas. Peut-être plus souvent pour les filles que pour les garçons, mais moi j'ai des amis qui m'ont déjà dit, un jour je suis rentrée dormir chez une fille parce que je pouvais pas rentrer chez moi, elle m'a proposé, il me dit je me suis un peu sentie obligée de... Elle était demandeuse, je me suis un peu sentie obligée de le faire. Donc ça peut être quand même dans les deux sens, faut pas l'oublier, c'est vrai. Et même si souvent c'est les filles qui se mettent, je pense, une grosse pression vis-à-vis de ça. Mais comme tu le disais, je plonge dans mes souvenirs personnels, mais aussi avec les personnes avec qui j'échange qui sont bien plus jeunes que moi. C'est vrai qu'à l'adolescence, en tout cas les premiers rapports, c'est un peu bouche cousue. Enfin, on se tait, on a l'impression qu'il faut faire ci, ça, gémir de telle façon, alors que la clé, mais on l'apprend en vieillissant, c'est la communication, quoi. Ouais. Je pense que c'est vraiment ce que les personnes qui nous regardent doivent retenir, c'est parler. Dites-vous ce dont vous avez envie, quoi. Et être à l'écoute de son corps aussi. Ouais, complètement. Alors, on a pas mal de questions. C'est très chouette. Sur la question du consentement, donc j'en avais retenu une là pendant que vous répondiez, c'est comment draguer tout en étant respectueux. Parce que c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup sur le consentement. On ne sait plus comment vous draguer les filles. On a l'impression qu'on va se prendre un hashtag MeToo à tout va. Donc ça, c'est vraiment très très fréquent. Vous en dites quoi ? Moi, j'en dis qu'il faut communiquer, comme on dit depuis le début. Faut faire preuve d'empathie, en fait. Parce que c'est avec l'empathie qu'on peut se rendre compte d'une possible gêne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut demander. Parce qu'on n'est pas... Quand on dit communiquer, c'est pas... qu'il ne faut pas dire toutes les 5 minutes « Oui, j'en ai envie, t'inquiète, tu peux continuer ». C'est juste qu'il faut vraiment être à l'écoute de l'autre personne. Et je pense que dans la drague, notamment... on peut toujours commencer une discussion n'engage à rien, c'est exactement le cas. Exactement. On peut même passer des fois un bon moment à discuter, mais quand on propose éventuellement d'aller plus loin ou juste de faire un bisou, si on voit qu'en face ça repousse ou que la personne est gênée, c'est là qu'il faut accepter qu'elle n'en a pas envie. Et donc donc on peut draguer et en fait il faut apprendre aussi à lire les signes. Une fille ou un garçon qui sera intéressé, on le sentira, il va être à l'air dans la discussion, et puis donc on se sent bien, on passe un bon moment et tout ça. Si on veut aller un peu plus là, si là on voit que la personne verbalise ou alors montre une forme un fort enthousiasme, comme tu disais tout à l'heure dans la définition du consentement, après on peut passer à l'étape d'après et tout ça. Si on voit par contre il y a un moment où ça bloque, ou que la personne essaye de, entre guillemets, s'enfuir, trouver une excuse pour sortir de la conversation, ou change de place, ou des choses comme ça, là, il faut accepter que, finalement, c'était un bon moment, mais que ça va rester là. Et il n'y a pas de mal. Et je pense que quelqu'un qu'on vient voir et qu'on interrompt, si on voit que la personne en face n'a pas envie de discuter,
et ben juste dire je suis désolée et s'en aller. Il y a pas de honte, il y a pas de mal, et au contraire la personne en face aura un bon souvenir de vous en disant c'est quelqu'un d'extrêmement respectueux en fait. Oui, il a vu que pardon. Excusez-moi. Non, sur ce que tu disais, le mot-clé, il me semble, c'est l'empathie. Mais alors là, je vais peut-être avoir l'air d'avoir 30 ans. Mais j'ai un peu l'impression parfois qu'on perd cette qualité-là d'empathie à cause de nos écrans et aussi de la drague virtuelle qu'on a toutes déjà testé. Mais ça, à savoir lire les signaux, le langage non-verbal, parce que quand j'échange avec des garçons, moi, qui me disent « Oui, mais on peut plus faire de compliments », moi, je comprends pas qu'on puisse dire ça, parce que il me semble qu'on aime tous et toutes les compliments. Alors après, à savoir comment il est adressé, et puis ensuite, est-ce que la personne en face a envie de le recevoir ? C'est ce que tu expliquais. Mais normalement, un compliment, ça fait plaisir. Oui. Je pense qu'on est tous d'accord. Et oui, après, les compliments, il y a toujours... En fait, il faut toujours... c'est toujours une question de moment. Voilà. Et c'est aussi une question d'entraînement. C'est-à-dire que le consentement, ça s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné pour certaines personnes et pas d'inné pour d'autres, et on peut pas l'apprendre. Pareil pour l'empathie, ça s'apprend. On peut s'éduquer à devenir empathique si on n'a pas été élevé en étant empathique, ou si on a perdu ça au cours du temps. Après, pour la drague aussi, pour les moments, donc pour les compliments, voilà, il y a des moments quand une fille est en train de marcher dans la rue avec ses écouteurs, c'est peut-être pas le moment de lui faire un compliment sur sa tenue. Après, si c'est... En fait, faut... Ouais, non, là, je pars sur autre chose, mais... Non, tu as raison, parce que ça, c'est l'un des sujets principaux, quoi, la drague dans la rue. Est-ce que c'est de la drague ? Est-ce que c'est du harcèlement ? Une fille qui marche droit devant d'un point A à B et qui a un métro à prendre, est-ce qu'on va l'arrêter ? Ah, mademoiselle, t'es jolie ? Non. Voilà, c'est pas le moment, c'est pas ce qu'elle a envie d'entendre. Elle a pas envie d'être arrêtée pour quelqu'un qui lui dit excuse-moi, t'es jolie, tu peux me donner ton numéro. Donc voilà, faut vraiment faire attention au moment, et on peut simplement demander à une personne est-ce que je peux parler avec toi, au lieu de voilà. Et puis il y a autre chose aussi, il faut faire attention à tout ce qui est compliments sur le physique, parce qu'en fait on a le droit de donner son consentement à quelqu'un pour recevoir des compliments sur le physique. On n'a pas à imposer son avis sur le physique des gens. C'est-à-dire, aller dire à quelqu'un t'es jolie, j'aime bien comment t'es habillée aujourd'hui, alors que j'ai jamais eu ce genre de discussion avec, que je connais pas forcément cette personne. C'est en fait déjà lui donner mon avis sur son physique. C'est quelque chose d'hyper intime en fait. Et alors, justement, pour répondre à la personne qui nous a écrit, alors je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, ou une personne non-binaire, je ne sais pas, mais donc comment on drague tout en étant respectueux ? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, qui connais particulièrement bien le sujet ? On demande. C'est-à-dire que pour draguer, excuse-moi, est-ce que je peux te parler ? Je te dérange pas. Voilà, déjà, je te dérange pas, c'est quand même bien pour commencer. Ensuite, parler, être attentif à la personne, est-ce qu'elle répond sur des réponses ouvertes ou des réponses fermées ? Et ensuite, si jamais on veut aller plus loin, embrasser la personne, tout simplement lui demander, parce que ça peut être hyper sexy de demander à une personne est-ce que je peux t'embrasser, ça met une sorte de tension qui est vraiment très très sexy, alors que se jeter à la personne, enfin j'exagère quand je dis se jeter sur la personne, mais embrasser la personne sans lui demander, là il y a quand même pas mal de chances qu'elle ou qu'il se recule et arrête ça totalement, alors que si on avait demandé, peut-être que la personne aurait été ouverte. Mais ça, c'est hyper fréquent, je trouve, dans la pop culture. Enfin, les films, séries, comédies pour ados, en tout cas de notre époque, c'était très souvent cette scène de le garçon et la fille qui sont assis comme ça et hop, ça se saute dessus sans se parler. Et ça commence à changer d'ailleurs dans la représentation des premiers baisers. En ce moment, y a certaines téléréalités en ce moment. J'avoue, moi je regarde la télé-réalité. Dis-nous. Qu'est-ce que tu regardes Alors je regarde quoi ? En ce moment, je regarde Le Reste du Monde, Objectif Reste du Monde et La vie a des cœurs brisés. Et dans Objectif Reste du Monde, encore il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui s'est fait embrasser par surprise. Et ça, en fait, si on regarde la loi, embrasser quelqu'un par surprise, c'est une agression sexuelle. Peu importe si la personne est contente après et attendait que ça, en fait, ça reste une agression sexuelle parce que c'est par surprise. Alors que si la personne, si elle n'avait pas envie et qu'elle considère pas que c'est une agression sexuelle, tant pis. Enfin, tant mieux pour elle et pour lui. Parce qu'elle le vivra mieux et lui aura pas un procès sur le dos, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même demander, c'est éviter ce genre de problématique.
et c'est toujours mieux, quoi. Et alors, 2 autres questions. Comment dire non à son partenaire quand on est en couple sans le vexer ? Donc ça, c'est vrai que ça recoupe un petit peu ce qu'on s'est dit, mais c'est délicat. Donc pour la première fois. Mais alors là, je pense qu'on va encore en revenir à notre mot-clé qui est la communication. Complètement. Mais pourquoi ? Parce que là, il y a presque un sous-entendu dans la question. Nécessairement, lui dire non, c'est le vexer. Donc comment on s'y prend peut-être pour argumenter, pour lui expliquer qu'il n'y a rien de vexant ? Je pense qu'il faut commencer par dire que si on ne veut pas, c'est pas qu'on ne le désire pas, c'est pas qu'on ne l'aime pas, c'est pas parce qu'on n'est pas bien avec lui, c'est que tout simplement on n'est pas prête pour une fille. On le verra peut-être un peu plus tard, mais souvent un premier rapport sexuel, c'est une pénétration. Il faut quand même se dire que c'est quelque chose d'assez traumatisant entre guillemets. C'est la première fois qu'il y a quelque chose, un objet extérieur qui va rentrer dans votre corps, un endroit que vous n'avez pas trop l'habitude d'aller. Donc c'est quand même quelque chose qui peut faire hyper peur. Et puis on a peur d'avoir mal. C'est aussi et puis on a peur de se stresser, de se contracter. Donc je pense que c'est plein de choses qui peuvent justifier, et en fait non, même pas justifier, parce que simplement on le sent pas et qu'on n'est pas prête. Ce n'est pas parce que l'autre en face nous attire pas forcément, et que des fois c'est pas le bon moment, et que là en plus on est stressé par autre chose dans la vie, et que c'est pas le sujet principal en fait. Exprimer ses peurs. Voilà, exprimer, parce que c'est une peur, et je pense que c'est très sain d'exprimer ses peurs. On n'est pas infaillibles, on a tous peur de quelque chose, on a toujours peur de moments, et pour d'autres ça paraît très anodin, très facile. Pour nous c'est une grosse angoisse, et je pense que c'est bien de le verbaliser, et même peut-être de lui poser la question, de lui en parler, de dire qu'il ne faut pas qu'il se sente vexé de ce refus, et que c'est peut-être un refus temporaire, mais qu'en ce moment-là, maintenant tout de suite, elle n'est pas prête. Et peut-être si on va plus loin et qu'on a affaire à un garçon qui met vraiment la pression, comme on se le disait tout à l'heure, on se dire que c'est pas la bonne personne. C'est peut-être pas le bon. Ça, je me suis dit, on pouvait peut-être diffuser le violentomètre. Le violentomètre, donc c'est quelque chose qui permet de graduer certains événements qui peuvent arriver dans des relations amoureuses, qui permettent de savoir si il faut être vigilant à ce moment-là, ou alors est-ce que ça vraiment il faut essayer de partir de la relation parce que c'est compliqué, ou alors si la relation est saine. Et dedans on peut voir que alors il faut que je le trouve, mais insister pour avoir des relations sexuelles, voilà, t'oblige à avoir des relations sexuelles, voilà, ça veut dire que possiblement tu peux être en danger dans une relation comme ça. Après évidemment faut tout mettre dans son contexte. Évidemment, tout le monde n'est pas sensibilisé au consentement, malheureusement. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. D'ailleurs, il y a de plus en plus comme nous on fait avec Enzoé, et de plus en plus d'enseignements dans les écoles, pas primaires, mais collèges et lycées, pour enseigner justement c'est quoi le consentement, et qu'on a le droit de dire non. Mais si jamais, même en communiquant avec votre partenaire, vous lui faites comprendre que vous ne voulez vraiment pas, que c'est pas de sa faute, etc. Parce que forcément, quand on est jeune, il faut forcément avoir ce côté prendre soin de l'autre personne, le rassurer ou la rassurer. Même si après tout ça, la personne continue à insister, il faut vraiment partir. Et là, on commence à être assez dans le rouge au niveau du violentomètre. Alors oui, parce que ce que tu disais, c'est donc vraiment ce qui est tout à fait en rouge t'oblige à avoir des relations sexuelles. Mais quand on remonte donc dans le haut du orange, on a tout simplement te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose. Et c'est vrai que alors là, collège, lycée, c'est souvent je te largue si on couche pas ensemble avant la fin du mois, quoi. Ça, c'est quelque chose de très fréquent. Donc bien faire attention à ne pas grimper justement ces tristes échelons là de l'orange vers le rouge. Ouais. Si jamais vous êtes dans des situations comme ça et que vous vous posez des questions, que vous vous demandez où est votre consentement, que vous n'arrivez pas à vous situer, vous pouvez appeler des numéros comme le 3919. Donc il commence à être là depuis cette semaine, je crois. Depuis aujourd'hui, je crois que j'ai vu ça sur Internet. C'est ça, ouais. Le 3919 est accessible 24/24 du lundi au vendredi. Et fin août, il sera accessible 24/24 pendant le week-end aussi. Donc c'est un numéro d'appel pour tout ce qui est question autour des
des violences sexistes et sexuelles, mais aussi des relations sexuelles, des relations amicales. Si jamais vous êtes dans des relations violentes, ou alors même si juste vous avez quelques questions et que vous ne savez pas où vous situer, c'est également pour les témoins, pour les familles, pour les conjoints ou les conjointes, etc. Donc peu importe la question que vous avez, n'hésitez pas à appeler ce numéro pour essayer de vous rassurer, poser des questions, etc. Ouais, merci beaucoup. Donc 3919 et le violentomètre qu'on peut retrouver facilement sur Internet en le tapant sur Google. Alors on avance un petit peu parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, mais il y a une question qu'on a reçue sur Snap. Que faire lorsqu'on a une amie qui a été presque forcée lors de sa première fois et qu'elle ne veut rien dire du tout malgré le fait qu'elle soit toujours avec lui et que ça se passe bien. Donc je reprends, on a une amie qui a été presque forcée lors de sa première fois. Bon, presque forcée. Elle a été forcée. Voilà. On passe pas par quel chemin, voilà. Et qu'elle ne veut rien dire du tout et elle est toujours avec lui et on est son amie et nous, on a capté que c'était pas cool. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour moi, la première chose à faire, c'est d'être présente pour la personne. Donc, ce que apparemment tu fais bien. Deuxième chose à faire, toujours respecter son consentement. C'est-à-dire que le consentement, il entre aussi sur est-ce qu'elle veut en parler ou pas. Là, elle ne veut pas en parler, c'est pas grave. Toi, tu es toujours là au cas où un jour elle a envie d'en parler, au cas où un jour elle a besoin de soutien. Ensuite, elle veut pas se séparer de son copain. Tu peux rien faire et malheureusement tu peux rien faire, tu peux juste être là et lui offrir une oreille attentive. Tu peux lui donner des ressources si jamais tu sens qu'elle en a besoin, c'est-à-dire aller voir sur internet tout ce qui est sidération, mécanismes psychologiques en lien avec les violences sexistes et sexuelles, donc sidération, syndrome du stress post-traumatique, si jamais tu sens qu'elle est possiblement dans un de ces deux cas. Voilà, mais globalement, on peut pas obliger... en fait, on n'arrivera jamais à obliger une personne à quitter son copain ou sa copine si cette personne-là est dans une relation abusive. Mais vous pouvez toujours être là et aider cette personne le jour où elle ou il sera prêt à partir, quoi. Très, très bien. Et puis aussi, sois peut-être vigilante si tu vois qu'il y a d'autres mécanismes qui s'installent dans ce couple-là. Toi, c'est ton ami. Donc, si peut-être, des fois, tu peux lui faire... t'es peut-être plus objectif, donc si tu peux lui faire rendre compte de certaines choses qu'elle vit et dont elle ne comprend pas la portée, c'est peut-être aussi de l'accompagner dans ce sens-là, parce que peut-être qu'il y a eu cet événement et que j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres et que ça se passera bien, mais s'il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter à ça, c'est important de temps en temps, même pour ses amis, de leur dire ce qu'on pense. Après, on respecte leurs décisions, on ne peut pas faire le choix à leur place, et surtout considérer qu'aucun choix n'est définitif. Ce n'est pas parce que là, elle ne veut pas en parler qu'un jour, elle n'en aura pas le besoin et elle ne pourra pas le faire. Au contraire, ce jour-là, j'espère que tu seras toujours son amie et que tu l'accompagneras pour en parler à sa famille, à d'autres personnes, à un psychologue, à qui elle a envie d'en parler, où elle se sent le besoin d'en parler, et ça peut arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être jamais. Mais en tout cas, il y a un retour en arrière sur cette décision qui est d'en parler, qui est toujours possible. Surtout qu'il y a aussi des mécanismes d'emprise qui font que les personnes dans des relations toxiques, des fois, s'éloignent de leurs proches, tout simplement parce que c'est le mécanisme d'emprise qui fait ça, c'est l'autre personne qui les oblige sans que forcément elles se rendent compte qu'elles sont obligées, mais donc les personnes peuvent s'éloigner, mais il faut, même si à ça, toujours essayer de rester disponible si besoin, quoi. Voilà, donc c'est le message, sois là pour ton ami et patiente et offre-lui une écoute attentive. On a justement posé la question à des gens dans la rue sur cette notion du consentement et on va regarder tout de suite les réponses qu'elles nous ont apportées. Si on peut jouer la vidéo. Bref, je me suis retrouvée blackout total et puis voilà, les choses arrivent parfois sans qu'on s'en rende compte.
Pour moi, le consentement, c'est deux personnes qui sont d'accord pour être là où elles sont et faire ce qu'elles font. J'ai pas eu le rapport non consenti qui existe dans la culture du viol, mais c'est vrai qu'il y a eu des fois où il y a juste eu des pratiques dont on m'a pas parlé. Et moi, je considère que ça, c'était déjà un abus de confiance, un abus de consentement. Et en soi, oui, du coup, j'ai déjà eu des pratiques qui étaient pas consenties. Oui, mais j'ai pas très envie d'en parler. Alors le consentement, déjà, je le définirais par la communication, le fait de parler avec l'autre et surtout de le mettre en confiance. Je pense que c'est les deux choses les plus importantes avant d'entamer quoi que ce soit une relation sérieuse ou sexuelle. Déjà quelqu'un qui a essayé d'avoir un rapport sexuel avec moi sans mon consentement et du coup je me suis barrée. C'est des mots, c'est des gestes, c'est tout réuni en fait. J'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui ont toujours respecté le non que j'ai pu dire. Si la personne elle veut, ça se voit, je trouve vraiment. Et puis si on a un doute, on le demande. C'est parce qu'on en parle et que c'est clair quoi, dans nos deux têtes à nous deux, il n'y a pas de doute quoi. Ouais, que les deux soient dans la même longueur d'onde, qu'ils communiquent la même et qu'ils aient les mêmes attentes quoi. L'écoute de l'un l'autre, c'est le plus important et surtout le consentement avant tout. Parce qu'en soi, quand j'avais 16 ans, j'étais pas du tout à l'air de ces questions-là. Je suis devenue très vigilante. Sur une échelle de 1 à 10, je suis à 9. 10 sur 10, hein, c'est important quand même. 10. Du coup, à cause de cette expérience-là qui m'a beaucoup touché quoi. J'étais bourrée, j'étais plus maître de mes mouvements, quoi que ce soit en fait. J'ai fini par en avoir marre de me débattre et me laisser m'évanouir et laisser vivre le truc. Pour moi, le consentement, c'est déjà un langage du corps. C'est le désir de deux personnes qui en ont envie et ça se voit généralement sur le corps. Et puis c'est un oui aussi. Bon, alors on entend des choses assez graves finalement dans cette vidéo. La jeune fille qui s'est laissée complètement aller, donc vraiment un rapport pas consenti. On a un garçon qui refuse de répondre à la question. Et il y a une expression qui revient beaucoup dans le micro-trottoir aussi, c'est celle de la culture du viol. Qu'est-ce que ça signifie la culture du viol ? Donc la culture, pour donner une définition générale, et après on va rentrer plus dans le détail, c'est un ensemble de comportements qui font en sorte qu'on banalise et qu'on excuse les agressions sexuelles. Souvent, ça déplace la responsabilité de l'agresseur sur la victime. C'est la victime qui se remet en question et qui prend cette responsabilité. Pour donner un exemple, c'est... par exemple, si on se fait insulter dans la rue parce qu'on a une jupe, on va se dire « Ah ouais, mais j'aurais pas dû mettre une jupe aussi, je le savais ». Ça, c'est de la culture du viol. Pour donner un chiffre autour de la culture du viol, aujourd'hui, on pense que les agressions, les viols se font principalement dans la rue, dans une ruelle sombre, la nuit, par un inconnu ou par un malade mental, voilà. On se rend compte qu'en fait, c'est complètement faux, parce qu'aujourd'hui, 90% des viols sont commis par des proches. Et je sais plus combien c'est de pourcents, mais c'est 80 ou 90% des viols sont commis soit chez le violeur ou la violeuse, soit chez la victime. Voilà. Donc ça, des gens qui se connaissent. Ah oui, des gens qui proches. se connaissent et qui ont fait venir quelqu'un chez eux et tout. Donc c'est fort, impressionnant. Par proche, c'est conjoint-conjointe pour le viol conjugal, famille aussi, dans le cadre de l'inceste, amis, collègues, enfin voilà. Ouais, ça il est grave ce chiffre. Bon, en tout cas, c'est plutôt éclairant, oui, ce qu'on entend dans le micro-trottoir, mais ça nous invite à prendre conscience quand même de la gravité du problème. Complètement. Et justement, dans la définition que tu as donnée précédemment, Karine, sur le consentement, il y avait la notion de spécificité du consentement, donc on devait renouveler selon la pratique. Accepter une fellation ne veut pas dire que je vais accepter une pénétration, etc. Et donc, c'est à partir du moment où on communique avec son ou sa partenaire et qu'on s'assure que tout le monde est d'accord pour expérimenter d'autres choses, qu'on peut explorer les différentes pratiques sexuelles. Donc ça, dans l'enquête de Amy, il y a eu pas mal de questions là-dessus. Et il y a eu une info, moi, que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'était, on se l'est un petit peu dit, le fait que le rapport sexuel ne se résume plus à la pénétration. À la question « Comment définirais-tu un rapport sexuel ?», 71% des hommes et 76% des femmes, donc c'est kiff-kiff, ont répondu qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de pénétration. Donc c'est plutôt encourageant, non ? Enfin, les mentalités avancent sur ce point-là. Ah bah ouais, franchement, ça fait plaisir. Ça montre qu'on est vraiment en train de sortir de cette vision très pénétro-hétérocentrée. Donc on est en train de partir de ça, parce que pourquoi hétérocentré ? Parce que considérer que la pénétration, c'est le cœur de la relation sexuelle, c'est aussi considérer que les lesbiennes
ne font pas de sexe en fait, n'ont pas de relations sexuelles. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir dans le porno. Souvent, la représentation des lesbiennes dans le porno, c'est des femmes qui utilisent des objets pour se pénétrer, alors qu'en fait, c'est pas du tout représentatif de la réalité. Alors peut-être un petit point pour celles et ceux qui nous regardent. Est-ce que selon vous, le rapport sexuel, c'est égal à la pénétration, ou est-ce que vous avez un petit peu changé d'avis là-dessus? Et d'ailleurs, le mot même de préliminaire, aujourd'hui, on le remet en question. On se dit que c'est caduque, quoi, de dire les préliminaires d'un côté et le rapport sexuel de l'autre. Pendant longtemps, on a considéré que le préliminaire, c'était tout ce qui mettait en condition pour arriver en fait à l'acte de pénétration et non pas à l'acte sexuel. Alors que maintenant, on recentre beaucoup de ce qu'on faisait anciennement en préliminaire au centre du rapport sexuel. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose, parce que notamment dans le plaisir de l'autre, on se rend compte que finalement la pénétration, c'est pas ce qui donne forcément plus de plaisir, parce que tout simplement on cherche pas à se comprendre. On se dit que c'est simple, on va rentrer quelque chose dans autre chose, et du coup c'est assez simple. Non mais c'est assez simple à comprendre. Mettre un pénis dans un vagin par exemple, ou dans un anus, c'est très simple, alors que là on va dire il va falloir écouter l'autre, comprendre comment il fonctionne. Et ça, au début, on est d'accord, ça peut faire un peu peur, sauf qu'en fait c'est ce qui permet de même ressentir éventuellement plus de plaisir, parce que on va chercher les subtilités de la personne qu'on a en face. On s'intéresse vraiment à elle pour qui elle est, et ce qui va plaire à l'un ne va pas plaire à l'autre. Et ça, je pense que c'est très important. La communication. Voilà, mais on ne le dira jamais assez. Non. Est-ce qu'on peut l'afficher derrière, s'il vous plaît? Hashtag communication. Mais d'ailleurs, sur le détail on n'a pas justement le détail dans l'enquête Amy de l'achat des sextoys. Non. Mais si on revient sur ce sujet, moi j'ai un petit peu travaillé dessus, et il se trouve que alors, je ne vais pas me lancer en disant en grande majorité, mais en tout cas, dans l'achat des sextoys, pour les femmes, c'est très souvent des stimulateurs clitoridiens et non l'image du god, comme dans American Pie, des nanas qui ont leur gros dildo dans le tiroir. Non, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de stimulateurs clitoridiens, prouvant que la pénétration n'est pas au cœur de la sexualité. Et surtout qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et qui fait clairement référence à ça, c'est que pendant longtemps, on demandait à une fille si elle était vaginale ou clitoridienne. Tout ça, c'est le même organe. Tout ça, c'est le même organe, et c'est juste les terminaisons nerveuses. Il y en a des superficielles et il y en a des plus profondes, mais ça reste le clitoris qui travaille tout le temps, et il est là pour ça, notamment. Et c'est important, et je pense qu'il faut arrêter de faire sa dissociation entre un plaisir plus extérieur, on va dire, et un plaisir plus profond. Ça reste le même organe, ça reste un plaisir différent. Alors, il y en a qui peuvent être sensibles plus à l'un, plus à l'autre. Ça dépend aussi de l'anatomie, parce que le clitoris, il a une anatomie qui est variable selon les gens. Ça dépend des terminaisons nerveuses. Donc, et certains sont plus sensibles à certaines pratiques que d'autres. Mais il faut arrêter de faire la différence, et que le seul plaisir féminin ne puisse se trouver que dans la pénétration. Ouais, il n'y a pas d'orgasme vaginal, tout est orgasme clitoridien, mais si on veut être plus précis, c'est orgasme clitoridien externe ou interne. Voilà, on n'a pas prévu de slide cartographie du clitoris, mais on en trouve de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très chouette. Et d'ailleurs, même si j'ai quelques recommandations pour la fin de l'émission, il y a un livre vraiment que je vous conseille, puisqu'on est en train d'en parler, c'est Au-delà de la pénétration de Martin Page, et ça résume tout ce qu'on est en train de se dire. C'est vraiment sortir de la sexualité pénétrocentrée, hétérocentrée, c'est ce que tu disais. Donc voilà, c'est pas très long, c'est pas très cher. Vraiment, si vous devez lire un livre sur le sujet, c'est celui-ci, et le prêter à tous vos potes, frères, pères, mères, cousines, etc. Moi, il a bien tourné. Et donc, dans les différents micro-trottoirs qu'on a regardés, il y a une question qui est très fréquente, c'est celle du porno. Et on se rend compte que c'est ce qui influence beaucoup les jeunes aujourd'hui, par manque d'éducation sexuelle souvent à l'école. Que nous dit l'enquête justement sur ça, sur l'influence du porno chez les jeunes? Quels sont les résultats? Que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les filles sont aussi consommatrices de porno. Pendant longtemps, on a associé ça aux garçons à l'adolescence qui avaient besoin de regarder ça pour s'exciter. Et en fait, on se rend compte maintenant qu'il y a 45% des filles et 45% des garçons, et 36% des filles qui disent qu'ils consomment du pornographique, et que finalement, ça a une influence sur leur pratique sexuelle. Parce que je pense que quand on finit par voir toujours la même chose, on finit par avoir l'impression que c'est la norme et la normalité.
Et que faut pas oublier que dans un porno, la plupart du temps, c'est un scénario, c'est scénarisé. Donc, c'est pas un enchaînement, quand il y a 12 minutes de film, ça s'est tourné sur une journée complète. Il y a eu des prises. Les positions, c'est des positions relativement infaisables, il faut quand même se l'avouer, qui sont faites pour que ça rende un visuel à la caméra. Et que, d'ailleurs, dans la pratique, il y en a beaucoup qui sont jamais réalisés parce que... Et puis, en fait, on prend pas de plaisir en les réalisant. Oui, elles sont pas faites pour avoir du plaisir, elles sont faites pour rendre un rendu visuel. Et donc à partir de là, c'est plus du tout... on est très très loin de la réalité. Et même... Non, je t'en prie, continue. Et même sur les physiques des acteurs, on choisit des acteurs qui sont fortement, ou actrices, qui sont physiquement exacerbés, parce que pareil, il faut qu'on voit ce qui se passe. Et donc c'est l'objectif du film, et donc en fait on sous-sélectionne une partie de la population, et ça n'est absolument pas représentatif de la population. Mais ça influence beaucoup les jeunes. Alors bon, on va pas rentrer sur ce débat-là, mais aussi sur la question de le corps, c'est ce que tu disais, et la pilosité aussi chez les jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles se disent il faut que je sois nickel, c'est-à-dire intégralement épilée. Si je veux avoir propre aussi. Enfin, c'est souvent ce qui est associé à ça. Épilé, ça veut dire propre. Poilu, ça veut dire sale. Ouais. Et ça, c'est très triste et très faux. Gynécologiquement. Donc faut prendre tout ça avec des pincettes, comme tu le disais, et se rappeler que c'est pas forcément du grand cinéma. Non, mais c'est un rendu visuel qui... D'ailleurs, à propos de ça, ça me fait penser à un épisode d'un podcast qui s'appelle Hotline, qui vient de sortir. Et dans un des épisodes, je crois que c'était le 2e, les filles qui sont là parlent de porno éthique et justement de nouvelles plateformes pornographiques qui seraient plus éthiques par rapport au traitement des acteurs et des actrices, de leurs envies, etc. Et aussi par rapport à l'image et les films, parce que il faut quand même changer un peu les films qui sont plus orientés pour ce que on pense que les hommes aimeraient voir, et moins sur ce qu'on pense que les femmes aimeraient voir, parce qu'évidemment ils sont pas dans la tête des personnes qui consomment ça, mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a des plateformes de pornographie éthique qui existent. Et féministe, mais je crois que le souci, pareil, on va peut-être pas digresser énormément sur la question du porno, mais c'est l'accessibilité de ces sites-là, parce que le porno de qualité, le porno féministe n'est pas forcément gratuit, et malheureusement, les sites mainstream se concentrent sur du male gaze, donc vraiment les corps et les rapports selon les fantasmes masculins. Mais alors là, pareil, je me lance un petit peu sur de la confession personnelle, mais moi, en discutant avec des amis hommes, beaucoup finalement qui regardent du porno me confiaient regarder du porno lesbien, parce qu'en fait, ça les excite pas de voir des hommes s'en prendre ainsi aux femmes, souvent parfois violemment, avec des plans exacerbés sur les sexes, etc. Donc c'est quand même qu'il y a un problème dans ces représentations. Je pense que même le porno destiné plutôt destiné aux hommes n'est pas forcément représentatif des fantasmes masculins, en fait. Il est représentatif d'une partie des fantasmes, mais clairement pas tout. Et il y a plein de choses qui sont absolument pas explorées dans ces vidéos. Oui, et qui leur mettent la pression une fois de plus. Bien sûr. Donc il faut se questionner sur la question du porno, ça c'est sûr. Il n'y a pas de tabou, on a absolument le droit d'en consommer. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous en regardez, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas. Mais voilà, bien garder en tête ce que tu disais, c'est pas la réalité. Et donc, alors, sur la question du porno, comme tu le dis, tout est encadré. D'ailleurs, il y a aussi ça, je ne sais pas si tu as quelque chose à en dire, mais le souci, c'est qu'on ne voit pas forcément les acteurs enfiler un préservatif, par exemple. On voit rarement le fait que dans l'industrie quand même du porno, ils arrivent, ils font des dépistages absolument tout le temps. Souvent, ils arrivent sur tournage avec, ils se sont fait dépister contre les IST, qui sont les infections sexuellement transmissibles. Ils mettent des préservatifs. Quand ce n'est pas le cas, c'est validé dans des contrats. Il faut montrer patte blanche, je dirais, sur ces IST. Et il y a un gros travail là-dessus. C'est-à-dire que même quand c'est scénarisé, ça a été travaillé. Donc, on fait ça, en tout cas pour les professionnels, normalement dans des règles sanitaires qui sont extrêmement strictes. Ils se font dépister, si mes souvenirs sont bons, 1 fois par semaine.
si extrêmement élevé. Après, ils ont une profession qui le demande. Nous, à nos échelles, je dirais moins professionnelles, amatrices, pas besoin de se faire dépister aussi souvent. Mais le dépistage reste une question extrêmement importante parce que les infections sexuellement transmissibles peuvent être de plein de types. On l'oublie souvent, mais ça peut être des parasites, des champignons, des virus, enfin plein de toutes belles choses comme ça. Et ça, le seul moyen de lutter contre ces maladies, c'est de 1, porter un préservatif à chaque rapport sexuel, et 2, et quel que soit le type de rapport sexuel. Je précise, ça peut être du vaginal, de l'anal et même de l'oral, parce que on a plus de 70% des gens dans notre enquête à qui on a posé la question « Est-ce que vous mettez un préservatif ?» ou une digue dentaire pour le sexe oral, plus de 70% nous répondent que non. Sauf qu'on peut attraper des IST comme ça également. Et si on pouvait regarder des slides, parce que... Oui, tu avais prévu des slides justement sur la question. Pour vous faire 2 petits points de rappel sur en quoi c'est important le dépistage et surtout comment le faire, où, quand, comment. Nous posons la question. Et la réponse ne saurait tarder. La réponse ne va pas tarder. Voilà. Donc, on peut se faire dépister de façon la plus classique, c'est par une prise de sang, pour la plupart des IST, notamment les hépatites, le VIH, donc le sida. Pour d'autres, par exemple, pour les chlamydia, les gonorrhées, ça va être un frottis ou un test urinaire. Donc, il faut savoir que ça se fait. Donc, pour les frottis, tests urinaires, ça se fera... chez un gynécologue qui fera le prélèvement. Pour les prises de sang, ça se fait en laboratoire d'analyse médicale tout classique. Si vous avez une prescription de votre médecin, ça vous est remboursé par la Sécu. Mais par contre, vous pouvez y aller à n'importe quel moment. Il faudra payer, mais une sérologie, ça se fait extrêmement rapidement. En moins de 24 heures, vous avez vos résultats. Et dans le cas du VIH, il existe des autotests qui sont en vente libre en pharmacie, qui coûtent une quinzaine d'euros à peu près. Et là, c'est juste, on prélève une petite goutte de sang qu'on dépose sur une petite cassette et ça vous donne un résultat en moins de 10 minutes. Par contre, l'autotest, c'est quelque chose donc, de très pratique, surtout que on ne fait pas la démarche d'aller dans un laboratoire d'analyse médicale, mais par contre, il faut avoir au minimum 3 mois d'infection pour que ça ressorte positif. Alors qu'avec une sérologie, ça sort tout de suite. Voilà. Donc, est-ce que tu peux parfois, ça peut sembler un peu complexe. Donc, après un rapport à risque, il faut attendre 3 mois avant de le réaliser pour que le résultat soit fiable. Si on fait un autotest. Mais un autotest, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire un petit peu en complément de tout le reste, si à chaque fois on ne fait pas une sérologie. Le plus simple, c'est quand même d'aller faire un dépistage de toutes les IST d'un coup, au moins une fois par an, pour savoir où est-ce qu'on en est. Faut pas oublier que dans les IST, la plupart en fait sont silencieuses, sont asymptomatiques. On ne sait pas qu'on la porte, qu'on l'a récupérée ou qu'on l'a même transmise à d'autres gens. Et le jour où on s'en rend compte, en général, c'est qu'elle devient symptomatique et que certaines IST amènent à des cancers, notamment du foie, des cirrhoses du foie, du cancer des ovaires chez les filles pour les papillomavirus. Et donc, c'est très important de s'en rendre compte tôt. La plupart se traitent, hormis actuellement le VIH, où il n'existe pas de médicaments pour guérir du VIH. On vit avec, on suit un traitement toute sa vie, mais on ne peut pas en guérir et il n'existe malheureusement pas de vaccin contre le VIH. Alors, où est-ce qu'on peut se faire dépister ? Voilà, donc soit en laboratoire d'analyse médicale, comme je le disais, soit si on veut aller dans un centre gratuit qui est complètement anonyme, on va dans ce qu'on appelle les CEGID, c'est les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des IST. Là, vous trouverez la liste de tous les centres qui sont recensés sur le plan national, donc dans toute la France, sur le site de VIH.org. Vous cliquez dessus, ça vous donne les adresses, les numéros de téléphone pour les contacter, ainsi que les horaires. Et du coup, quand vous avez un doute, vous voulez faire un point, un état des lieux, quand on change de partenaire, c'est très important d'aller le faire à chaque fois. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu dans les enquêtes d'AMI, et ça, c'est quand même pas la première année qu'on s'en rend compte, c'est qu'on a à peu près 63% des gens qui font pas de dépistage des IST en changeant de partenaire. Et ça, c'est encore plus... entre guillemets dramatique d'un point de vue de la santé des jeunes, parce qu'il y en a 75% qui ont changé les habitudes pendant leur confinement, qui se faisaient moins dépister qu'avant. Oui, justement, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Et justement, on vous a posé la question, et c'est la dernière vidéo qu'on va regarder sur vos pratiques en matière de dépistage durant l'année qui s'est écoulée. Est-ce qu'on peut regarder le micro-trottoir ? Après, c'est avec quand on connaît pas la personne.
Mais si tu connais pas la personne, tu peux avoir des maladies. Oui, même c'est si sûr. tu prends la pilule. Oui. Du coup, voilà. Ah, moi je suis de la team complètement protégée, toujours avec capote. Quand c'est des gens que je connais pas, ouais, protection, parce que moi j'ai vachement peur des maladies, tout ça, ça me fait un peu... Du coup, ouais, je suis vachement à carreau là-dessus. Ça dépend avec qui. Et ça peut être les deux. Alors je me suis déjà fait dépister, ouais. Enfin, moi personnellement, je le fais 2 fois par an et à chaque fois que je change de partenaire sexuel. Du coup, c'est extrêmement important. Déjà pour soi, pour sa santé et pour pas justement malheureusement transmettre des maladies sexuellement transmissibles qui aujourd'hui, je pense que c'est un fléau et qu'il faut faire attention à ça et justement être prévenant avant tout. C'est que j'en ai pas eu l'occasion, j'ai pas... Enfin, vu que je me suis dit qu'à chaque fois j'avais fait du sexe protégé, je me suis sentie en sécurité. Ouais, je me suis déjà fait dépister, mais c'est vrai que c'est quelque chose que, même si je tiens ce discours-là, c'est un truc que je fais pas forcément facilement. J'ai dû le faire 3 fois, alors qu'en soi, des rapports sexuels, j'en ai eu plus que 3 fois, quoi. Donc je l'ai pas fait à chaque fois et... Ça, ouais, c'est un peu un défaut, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui doit rentrer dans les mœurs complètement et que c'est quelque chose de banal, au même titre que d'aller chercher des préservatifs en supermarché ou dans une pharmacie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de ce micro-trottoir ? Il y a des prises de risques quand même, mais pas assez de dépistage. De dépistage et même de prévention, parce que le seul moyen de lutter contre les IST, c'est d'utiliser un préservatif. Et on a quand même 25% des gens qui n'utilisent pas un préservatif à chaque fois qu'ils changent de partenaire, sachant que quand ils ne font pas ça, c'est qu'ils n'ont pas fait un dépistage entre 2 partenaires. Et ça, c'est d'autant plus... compliqué que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des maladies asymptomatiques. On peut se rendre compte qu'on a une chlamydia 2 ans, 3 ans après. Et avec les conséquences que ça peut comporter le jour où elles deviennent symptomatiques et toutes les personnes qu'on a pu infecter. Oui, Donc c'est bon aussi de se dépister pour soi et se protéger pour soi et pour les autres. C'est hyper important. Et donc, comment on se protège ? On le redit encore et encore. Encore et encore, hein, les capotes, les préservatifs. Alors ça peut être, il y en a 2 types, faut pas l'oublier. Il y a les préservatifs externes, donc les capotes classiques que tout le monde connaît, et il y a les internes. Donc eux, c'est ce qui se place dans l'orifice, donc en fait le vagin ou l'anus. Ils peuvent se mettre, l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils peuvent se mettre en avance. Donc on peut prévoir son coup, le mettre en avance. Ça demande un petit peu de pratique, mais c'est comme tout, quand on est motivé, on finit toujours par bien y arriver. Et on n'est pas obligé de le retirer tout de suite après l'acte sexuel. On peut le retirer un peu après. Mais là, on est en train de parler d'une sexualité pénétrocentrée. Voilà, encore. Donc, pour ceux qui ne sacralisent pas la pénétration vaginale ou anale, qu'est-ce qu'il existe d'autre ? Parce que c'est vrai que ça, c'est aussi un cliché, mais il y a cette question qui revient chez les jeunes ados lesbiennes. Est-ce que nous, on a besoin de se protéger puisqu'on ne se pénètre pas ? Alors, on leur répond quoi ? La réponse est oui. Il existe des systèmes de protection plutôt pas centrés sur un pénis. Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle la digue dentaire. Donc, vous pouvez regarder sur Internet. C'est pas hyper connu. J'avoue que moi, j'en avais jamais entendu parler avant que je m'en rende compte que ça existait toute seule. Parce qu'à l'école, on parle du préservatif, mais pas de la digue dentaire. Donc, la digue dentaire, c'est un morceau de plastique qu'on met sur la vulve pour être protégé, quoi. Pour ne pas être... en relation directe avec l'organe sexuel. Et donc, on peut trouver ça dans des pharmacies, on peut en acheter, mais sinon, on peut en fabriquer soi-même à partir de préservatifs. On peut découper des morceaux, des carrés, en fait, de plastique à partir de préservatifs pour fabriquer sa digue dentaire. Et d'ailleurs, il y a plein de tutos sur Internet. Si vous tapez digue dentaire, fabrication... Homemade. DIY. vous pouvez trouver des tutos pour en fabriquer. Et c'est vraiment hyper important de se protéger et de ne pas oublier que dans les relations orales, il faut se protéger. Ouais, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait pas assez. Ouais. Que les IST se transmettent aussi lors des fellations, des cunnilingus ou des anulingus. Et c'est là, les pratiques que tu viens de citer, on fait déjà l'amour quand on pratique tout ça. Ce ne sont pas des préliminaires, sont des rapports sexuels et donc qui impliquent beaucoup de plaisir, mais beaucoup de risques aussi. Ouais.
Donc voilà, ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes ensemble. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de se dire, surtout, vous n'hésitez pas. On a des spécialistes de la question pour vous répondre. Mais peut-être un petit point. Pardon, tu voulais dire ? En parlant de préservatifs et tout, ça me fait penser à ce qu'on appelle le stealthing. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Non. En gros, c'est juste que je le prononce mal. Stealthing. Sorry. Donc, c'est le fait de retirer le préservatif pendant une relation sexuelle sans le dire à son ou sa partenaire. Donc ça, c'est un viol en fait. Oui. C'est pas caractérisé comme un viol par la loi aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore de jurisprudence sur le cas, mais il y a d'autres pays d'Europe où il y a eu une jurisprudence où des personnes ont été condamnées pour avoir retiré leur préservatif sans prévenir son ou sa partenaire parce que la loi a considéré que c'était un viol. Donc voilà, faut le dire parce que c'est pas encore assez connu. Il y a le compte de Dis bonjour sale pute sur Instagram qui en parle pas mal, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le sujet. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la série I May Destroy You récemment, non, je sais pas si vous avez regardé cette série. J'ai pas vu, mais non, je l'ai pas vu. Alors, comment on dit ? Le warning. Trigger warning, parce que c'est une série qui aborde la question du viol et elle peut être assez violente, hein. Mais il y a une scène comme ça où justement le partenaire met son préservatif, le rapport sexuel commence et il l'enlève discrètement. Finalement, la femme le retrouve ensuite au pied du lit et comprend ce qui s'est passé et c'est très très grave, comme tu le dis. Donc ça, tu as raison de le préciser parce que c'est vraiment à garder en tête. On peut consentir un rapport sexuel protégé et en refuser un s'il n'est pas protégé. Mais tout à fait, voilà, mais c'était le 5e point de ta définition. C'est le point informé du consentement. Voilà. C'est ça, je dis oui pour un rapport sexuel protégé. Je prends la pilule, tu portes un préservatif. Enfin voilà, il y a des conditions générales d'utilisation quand on rentre dans un rapport sexuel. Donc voilà, et d'ailleurs, si tu l'as précisé, c'est parce que ça implique des risques directs, d'IST et de MST. Et donc le petit point que je voulais qu'on fasse sur cette fin d'émission, c'était sur la PrEP. 92,1% des personnes qui ont répondu à l'enquête n'ont jamais utilisé la PrEP, selon l'enquête. Et n'en ont sûrement aussi jamais entendu parler. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas extrêmement choquant pour la France, parce que c'est déjà quelque chose de très connu dans d'autres pays étrangers, aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne même. Alors, jusqu'à présent, comme je disais tout à l'heure, pour le VIH, donc le virus d'immunodéficience humaine, aussi appelé SIDA, on n'a pas de traitement pour guérir de la maladie actuellement, et il n'existe pas encore de vaccin. Et donc, il y avait à l'époque un dispositif qui s'appelle le TPE, qui s'appelait le traitement post-exposition. C'est quand il y a eu une capote qui a craqué ou qu'on sait que la personne avec qui on a eu un rapport sexuel était atteinte du VIH et qu'on ne le savait pas avant, on peut faire ce traitement-là. Donc, c'est un traitement qui doit être pris dans les 4 à 48 heures après le rapport à risque, qui va se prendre pendant 28 jours. Pour aller discuter, pour savoir s'il faut prendre ce traitement, il faut aller soit dans un CEGID, les centres dont je vous parlais tout à l'heure de dépistage anonyme, ou alors directement aux urgences des hôpitaux, là-bas. Et c'est un traitement qui est vraiment préventif, d'urgence, et qui n'est prescrit qu'en cas de risque. Donc il bloque le virus en cas de contamination, et ça fait que le corps n'est pas contaminé, donc on ne risque pas de développer le VIH. Par contre, ça reste un petit peu comme pour les filles, la pilule du lendemain, une condition exceptionnelle et d'urgence. On ne peut pas prendre ça à chaque fois qu'on a un rapport protégé parce qu'on ne veut pas mettre un préservatif. Donc, pour pallier à ça, il existe maintenant ce qu'on appelle la PrEP. Si on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la prophylaxie, ça évite l'infection au VIH. Et pourquoi en pré-exposition ? C'est que le traitement doit démarrer avant, se poursuivre après un éventuel contact avec le VIH. Pour un peu simplifier, c'est un traitement qu'on prend tous les jours, un peu comme pour ça, les filles, on prendrait une pilule. Et ce traitement nous protège du VIH. Il s'est fait à base de 2 antirétroviraux. Il y a des études qui ont été menées depuis maintenant, nous sommes en 2021, depuis plus de 10 ans, 4 études internationales aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique, pour l'effet de ce médicament qui fonctionne extrêmement bien. En Californie, on a réduit de 43% les infections au VIH en l'espace de 5-6 ans.
Et en France, donc elle a été autorisée il y a 2 ans, si je ne m'abuse, à être proposée en tout cas par les médecins aux urgences. Et en fait, c'est quelque chose qui est recommandé chez tous les adultes adolescents de plus de 15 ans qui sont fortement exposés au VIH. Alors là, je vous vois bien venir en se disant « Je ne suis pas gay, je ne viens pas d'un pays où il y a une forte prévalence du VIH, je ne suis pas concernée ». Beaucoup de jeunes nous disent ne pas porter de préservatif à chaque rapport sexuel. Si vous changez de partenaire très régulièrement, je veux bien comprendre que vous n'allez pas vous faire une sérologie tous les 2 jours parce qu'on n'aurait plus de sang dans le bras. Par contre, ça peut être justement une solution alternative pour être constamment protégé contre le VIH. Par contre, attention, ce traitement ne protège que du VIH. Oui. Donc si vous le prenez, il faut quand même de temps en temps faire un dépistage classique de toutes les autres IST parce que vous n'êtes pas à l'abri d'attraper une chlamydia, une gonorrhée, une petite hépatite au passage. Donc il faut bien penser que c'est pas le traitement miracle. Et là, jusqu'à présent, il fallait aller en hôpital pour l'avoir. Et maintenant, depuis 3 semaines, les médecins généralistes peuvent le prescrire. D'accord, c'est bien ça. Si quand vous allez voir votre médecin généraliste et qu'il vous dit qu'il n'est pas au courant et qu'il ne sait pas, vous pouvez lui dire qu'il faut qu'il se renseigne parce que tout le corps médical n'est pas encore au courant de cette nouvelle loi qui vient de passer. Mais oui, vous pouvez vous faire prescrire par votre médecin généraliste. Et un petit mot sur les médecins généralistes et les gynécos. Mais si on ne se sent pas à l'aise avec son médecin ou il ou elle est un peu vieux jeu, pas à l'écoute ou même juge nos comportements sexuels, il faut en changer. Oui. Sur Internet, on peut trouver des listes de médecins plus safe d'ailleurs, qui sont vraiment sensibilisés à toutes ces questions-là. Voilà. Ouais, non, ça c'est très important parce que ça peut être tabou, surtout quand on est ado, qu'on vit encore chez ses parents, qu'on va voir le médecin de famille. Voilà, parfois on peut avoir affaire à des vieux croutons, hein, enfin, ou des gynécos femmes qui sont pas très avancées sur ces questions. Hein. Ouais, donc je pense que dans ces cas-là, même si après vous voulez garder votre médecin classique pour les petites grippes, petites grippettes, peut-être que pour ce genre de consultation, de toute façon, il est complètement possible d'aller voir un autre médecin. Vous dites que votre médecin traitant, c'est possible de le faire. Vous allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas, dans une autre ville. Et comme ça, la discussion est plus libre. Vous n'aurez pas le sentiment qu'il vous juge. Ouais. Et j'espère que c'est devient courant chez les médecins de ne pas juger ses patients, surtout quand on parle de sexe et qu'on parle aux jeunes. Bah, malheureusement, moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit de plus en plus courant. Quand tous les articles que j'écris, alors que ça concerne les ados ou les femmes plus âgées, de 30-40 ans, il y a encore des témoignages affligeants de jugements de gynéco sur les comportements sexuels. Ouais. Enfin, on a vraiment des progrès à faire. Alors, merci beaucoup Aurine, en tout cas, pour toutes ces précisions. C'est très précieux. Avant de se quitter, il nous reste un tout petit peu de temps. Moi, je voulais vous parler de quelques livres. Donc, comme on se l'est dit, il y a Au-delà de la pénétration. Donc ça, c'est vraiment une bible sur tout ce qu'on vient de se dire, sur la façon dont on doit déconstruire notre idée du rapport sexuel. Après, justement, si on n'ose pas vraiment en parler avec ses amis, sa famille, sa gynéco ou je ne sais quoi, je ne sais qui plutôt, il y a plein de livres maintenant qui sortent, qui sont très bien. Par exemple, le petit guide de la masturbation féminine ou le guide d'auto-exploration du plaisir féminin. Donc ça, c'est vraiment pour les jeunes filles, pour explorer son corps, prendre confiance en soi, savoir comment on marche. Alors, je sais pas vous, mais moi, à mon époque, j'en étais pas du tout là. J'avais pas du tout ce genre de ressources et elles sont très précieuses. Là, c'est que pour les filles. Mais pour tout le monde, filles, garçons, non-binaires, toutes les sexualités, la nouvelle Bible, c'est Jouissance Club, je pense que vous la connaissez, et ceux qui nous regardent aussi. Plein, une cartographie du plaisir, donc plein de bons conseils pour prendre son pied. Et moi, mon petit chouchou de cette année, et c'est peut-être pour les plus jeunes, enfin les 15-20 ans, je dirais, ça s'appelle « Le sexe et l'amour dans la vraie vie ». Et ça, je vous le conseille vraiment en outil pédagogique quand on est dans les collèges-lycées, parce que ça parle de façon très, très simple et illustrée de toutes les questions qu'on a abordées aujourd'hui. C'est très clair. Donc même si là, ce soir, on a des parents qui regardent, n'hésitez pas à l'offrir à vos jeunes enfants et ados, parce que c'est très précieux. Voilà, donc ça, c'était le petit point livre. Est-ce que Aurélie, Karine, vous avez un mot de la fin à rajouter ? Avec quoi est-ce qu'on peut repartir en tête ce soir ? Moi, excuse-moi. Non, j'avais juste envie de faire un petit rappel sur le fait que
On parle de plaisir féminin, masturbation féminine, etc. quand on parle de vulve, mais évidemment, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne les personnes les hommes trans ou les personnes non binaires également, qui ont des vulves. Voilà, donc c'est un raccourci utilisé dans les livres, malheureusement, mais j'espère que bientôt, on va aller vers une société qui sera un peu plus inclusive, mais bon, c'est... Voilà. C'est un raccourci que j'ai utilisé moi-même là en vous les présentant, mais non, parce que justement ces livres-là, par exemple Jouissance Club est hyper inclusif et je pense que c'est pour ça que June Plat elle est aussi appréciée, autant appréciée. Donc non, c'est très important le petit point que tu viens de rappeler. Et toi, du côté de Amy, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous suivent s'il y a des questions, etc. Alors déjà, on a fait sur le site de Amy une rubrique blog. Et dessus, il y a plein de petits articles très courts qui permettent de répondre à la plupart des questions qu'on se pose. Alors, il y en a évidemment sur la santé sexuelle, il y en a sur plein d'autres thématiques, les addictions, le stress, le sommeil, la nourriture, des choses comme ça. Mais dans la partie santé sexuelle, il y a énormément de courts articles où ça vous rappelle qu'est-ce que le TPE pour le VIH, qu'est-ce que c'est que la PrEP, qu'est-ce que c'est qu'une IST, comment se faire dépister, où se faire dépister. Et ça répond un petit peu à toutes les questions. Qu'est-ce que le consentement ? Il y a un article sur le consentement et tout ça. Donc c'est des formats courts, c'est très didactique et ça vous fait une base et après vous pouvez reposter. En général, on est assez présent sur les réseaux sociaux, vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux et on vous y répondra avec grande joie et bonheur. La dernière petite info avant qu'on se quitte que j'avais mise de côté, c'était cette question: quand la crise sanitaire sera derrière nous, donc pour l'instant elle l'est, on croise les doigts, penses-tu que tu auras plus ou moins de partenaires sexuels ? Eh bien 76,4% ont répondu que ça ne changerait rien. De votre côté, est-ce qu'on est en train de profiter du déconfinement ou est-ce que ça change rien tout ça ? Je pense qu'il y a quand même pas mal de couples qui se sont... pour les relations exclusives, qui se sont vraiment soudés avec les confinements, etc. Soit de personnes qui ont décidé que c'était pas forcément pour eux. Donc, je pense que dans la moyenne, effectivement, à mon avis, on doit pas changer. Ouais. Écoutez, en tout cas, quelle que soit votre situation, profitez de l'été déconfiné, du sexe déconfiné, mais surtout en vous protégeant. Je pense que c'est le mot vraiment à garder et en communiquant. C'était aussi le mot-clé de toute l'émission. Merci à toutes et à tous, en tout cas, de nous avoir suivis, d'avoir participé en commentaire. Et n'hésitez pas à justement revenir sur les réseaux sociaux de Amy et de And The Way si vous avez des questions sur tout ça. Merci à tous. Merci, bonne soirée.